Bonjour messieurs, aujourd'hui une séance un peu particulière dans la catégorie autres débats. Nous capitalisons sur le fait que Christian fait des études de philosophie en ce moment à l'université et qu'il a fait un exposé sur l'utilitarisme, qui est une notion que nous avons déjà croisée au CRC dans d'autres débats, mais là c'est donc un autre débat, hein, dans la catégorie autre débat, un éclairage philosophique sur cette philosophie de l'utilitarisme. Donc merci Christian de nous faire partager tes travaux. Et bien je te cède immédiatement la parole. Merci Luc. Donc je vais vous présenter de façon synthétique l'utilitarisme parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette théorie philosophique et juridique. Je vais donc essayer d'être concis, mais de dire le plus de choses possible sur ce sujet. Le fondateur de l'utilitarisme est reconnu par tous comme étant Jérémie Bentham, qui est né en 1748 et qui est mort en 1832, qui est un juriste et jurisconsulte et réformateur social anglais. Est-ce que c'est le premier à avoir parlé d'utilitarisme en termes, disons, construits, en termes, disons, d'emploi de ce mot pour en dégager une morale, une philosophie et des applications juridiques. Mais pour ce qui concerne la notion d'utilité dans la motivation et la genèse des actes de l'agir humain, on va retrouver déjà des choses chez Aristote et également ensuite chez Spinoza. Mais bref, on va passer très rapidement là-dessus pour parler de l'utilitarisme tel qu'il a été structuré par Bentham, et notamment dans son livre le plus connu qui s'appelle, dans son livre qui traite réellement de cela, qui s'appelle Introduction aux principes de morale et de législation, livre qu'il a commencé à écrire en 1780, il l'a écrit, remanié, et puis il l'a publié en 1789. Voilà, date extrêmement pertinente pour publier ce genre de livre. Qu'il n'avait pas choisi d'ailleurs, et il faut dire, pour la petite histoire historique, je dirais, que Bentham était en relation, correspondu pas mal avec Mirabeau, et qu'il a été d'ailleurs fait citoyen d'honneur de la jeune République française en 1792. Pas à cause de Mirabeau, qui a eu le sort que l'on connaît, mais pour ce qui concerne, disons, la répercussion de ces idées sur le débat politique qui avait lieu en France à cette époque-là. Bentham définit l'axiome fondamental de sa philosophie comme le principe selon lequel c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre qui est la mesure du bien et du mal. Donc, au départ, il y a une posture, une recherche morale, de philosophie morale, le souci de cerner comment mesurer le bien et le mal autrement que par des éléments transcendantaux, notamment. On reviendra sur cette dualité transcendance-immanence du bien et du mal. Donc, pour Bentham, et c'est ça que je vais un petit peu expliciter, on mesure le bien et le mal en fonction du fait qu'ils apportent un plus grand ou moins grand bonheur au plus grand nombre d'individus. Dans la foulée, je dirais, Bentham a défendu les libertés individuelles et économiques, il a défendu la séparation de l'Église et de l'État, la liberté d'expression, l'égalité des droits pour les femmes, le droit au divorce,
la dépénalisation des actes homosexuels. À cette époque, c'était quelque chose qui était tout à fait novateur. Il a appelé à l'abolition de l'esclavage, à l'abolition de la peine capitale, des châtiments corporels, et il est également connu, il a été connu comme l'un des premiers défenseurs des droits des animaux. Et il restera d'ailleurs chronologiquement comme l'un des premiers à avoir réfléchi, écrit et promu des éléments de droit juridique pour la défense des animaux. Que dire d'autre encore sur Bentham au niveau de sa philosophie disons morale? Alors, il s'opposait à l'idée de loi naturelle et de droit naturel. Voilà, donc c'est absolument pas un défenseur des droits, c'est absolument pas un zélateur ou un promoteur des droits naturels. Voilà. Et on va voir qu'effectivement, sa philosophie ne laisse rien à ce concept de droit naturel. Et parmi les étudiants de Bentham figurait son secrétaire et collaborateur, James Mill, donc étudiant, mais également qui est devenu secrétaire et collaborateur. Et James Mill, c'est le père de John Stuart Mill. Donc James a élevé son petit John Stuart dans un univers de connaissances et de savoir, à tel point que le petit John Stuart Mill était un genre de petit génie qui, à 3 ans, faisait des thèmes, des versions de grec, etc., etc., etc. Et alors, John Stuart Mill, ça c'est pour la petite histoire, c'est pour dire que John Stuart Mill est un esprit extrêmement disons, éminent. John Stuart Mill fut donc disciple plus tard, pas étudiant mais disciple, c'est-à-dire il a beaucoup lu Bentham et il a, dans la foulée évidemment de l'enseignement de son père, il a adopté dans un premier temps stricto sensu les théories de Bentham, puis il fut amené à revisiter quelque peu la théorie de l'utilitarisme de Bentham. Alors on y reviendra. Je dirais simplement qu'il l'a déradicalisé et il l'a rendu un petit peu plus politiquement correct. Et vous verrez que plus tard, tout à l'heure, je ferai un parallèle entre Roentgen Daly et Bentham Mill. Alors, accessoirement, mais il faut le citer quand même lorsqu'on parle de Bentham, il a eu une influence considérable sur la réforme des prisons, sur la réforme des écoles, des lois sur les pauvres, des tribunaux, du Parlement lui-même, et on reviendra sur la théorie de Bentham concernant la gestion des gens que l'on met en prison. Dans les années 1780, Bentham entretint également une correspondance assez suivie avec Adam Smith et il essaya de le convaincre, sans succès, convaincre Adam Smith du fait qu'il fallait que les taux d'intérêt devaient être autorisés à flotter librement. Voilà, ceci dit en passant pour éclairer l'aspect économique également des travaux de Bentham. Donc j'ai dit que Bentham avait été déclaré citoyen d'honneur de la France en 1792. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif de la théorie de Bentham, la première phrase de son livre Introduction aux principes de morale et d'éducation, c'est celle-ci. La nature a placé l'humanité sous 2 maîtres souverains, la douleur et le plaisir. La nature a placé l'humanité sous 2 maîtres souverains, la douleur et le plaisir. Cette première affirmation caractérise, selon Bentham, toute action de l'homme il la caractérise comme étant obligatoirement et systématiquement conditionnée par l'une ou l'autre de ces 2 sensations,
Les deux associations étant interactives dans la mesure où la recherche du plaisir peut être considérée comme synonyme de l'évitement de la douleur. Il en découle le fameux principe d'utilité qui prend acte de cette suggestion de l'action humaine vis-à-vis de la douleur et du plaisir, mais que pour plus de compréhension par le grand public, il a synonymisé par le principe de plus grand bonheur ou de plus grande félicité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le principe du plus grand bonheur et de la plus grande félicité, bonheur et félicité étant, de ce point de vue, des synonymes. Alors, l'ouvrage, l'introduction au principe de morale et de législation, fait apparaître la description du principe d'utilité comme étant une proposition claire, concernant un principe précise, susceptible de fonder un raisonnement, duquel on pourra faire découler des règles d'application dans chaque domaine considéré, et notamment dans le domaine de la vie privée, d'où une morale qui va découler du principe d'utilité, et dans le domaine de la collectivité, d'où une législation ou une ébauche de schéma directeur de législation qui va découler du principe d'utilité. Alors, nous, c'est plutôt, dans le cas du CRC, les applications législatives, mais ces applications législatives, bien entendu, elles émanent d'une morale. Voilà. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que nous avons là une théorie, une idéologie législative qui est fondée, qui annonce très clairement qu'elle est fondée sur une morale. Et non pas, voilà, on a un corpus législatif qui va émaner certains votes d'assemblée ou de directives d'un souverain, sans qu'on puisse forcément identifier un schéma moral ou un principe moral fort. Je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent pointé dans nos critiques objectives de la Constitution. Très souvent, nous avons dit, mais bon, cette prescription, cet article de loi, sur quel principe est-il fondé? Alors, ce principe d'utilité présente la forme d'un axiome, je l'ai dit, établissant, un axiome qui établit que toute action humaine est conforme lorsque sa tendance à augmenter le bonheur du plus grand nombre prédomine sur toutes les autres tendances qui conduisent à le diminuer. Cet axiome s'appliquant, je viens de le dire, aussi bien à l'action particulière qu'à toutes les mesures gouvernementales. Donc, en toute logique, il en découle que qu'un partisan du principe d'utilité va accorder son approbation ou sa désapprobation à une action humaine ou à un ensemble raisonné d'actions, c'est-à-dire une idéologie, eh bien, il va accorder son approbation ou sa désapprobation relativement à sa tendance à augmenter ou à diminuer le bonheur du plus grand nombre, c'est-à-dire, en fait, à sa conformité ou sa non-conformité au principe d'utilité. Cette éthique, on peut le dire, hein, puisque une éthique, c'est une recherche morale du bien, cette éthique peut être définie comme l'art de guider les actions des hommes vers la production de la plus grande quantité possible de bonheur, mais, c'est là qu'il ajoute, pour ceux dont on considère l'intérêt. La plus grande quantité de bonheur, mais considérée dans le champ de l'intérêt. Et c'est ainsi qu'il ouvre le champ vers une morale qui se calque sur la satisfaction générale des intérêts. Et cette morale, elle est de nature conséquentialiste, catégorie de la philosophie morale, qui s'oppose notamment à la morale dite déontologique, qu'on va, disons, représenter notamment qui est notamment représentée par Kant. Cette morale, au contraire de la morale conséquentialiste, elle enseigne que l'acte moral est celui qui est détaché de toute trace d'intérêt, quel qu'il soit. Donc, une morale déontologique, c'est une morale, par exemple, qui est détachée de toute trace d'intérêt,
une morale conséquentialiste, c'est une morale qui va regarder les conséquences d'un acte et pas l'environnement dans lequel cet acte a été déclenché. Ceci dit, il ne faut pas croire qu'il y a forcément synonymie et disons, consubstantialité entre conséquentialisme et utilitarisme. À savoir que le calcul conséquentialiste n'est pas automatiquement utilitariste, notamment lorsqu'il ne tient pas compte du résultat social global, ni du résultat à long terme. C'est notamment là-dessus que Mill s'est détaché un petit peu s'est démarqué de Bentham. Bentham dit à partir du moment où c'est utile tout de suite, et pour le plus grand nombre, c'est moral, c'est bon, et on peut faire une loi avec. Mill dit, attention, alors j'anticipe un petit peu, mais on va y venir assez rapidement. Mill dit, non, pas forcément, le résultat peut ne pas être utile tout de suite, mais globalement, il va être utile à moyen terme ou à long terme. Donc, pour Bentham, une action est utile, donc bonne, si elle produit le plus grand bonheur au plus grand nombre, ou, ce qui revient même pour lui, si elle évite le plus la douleur au plus grand nombre. Alors, cette recherche universelle du plaisir, sans prendre en compte forcément un résultat à long terme. Alors attention, cette recherche universelle du plaisir ne doit pas être confondue, et ça fait partie des objections principales qu'on a formulées à Bentham, et qu'on peut formuler encore maintenant sur le principe de l'utilitarisme, c'est immédiatement en tirer la conséquence, tirer la conclusion que cette recherche universelle du plaisir à qui est-ce que ça s'adresse? Voilà. Bon. Et oublier le fait que Bentham dit le plus grand nombre. Donc, cette recherche du plaisir ne doit pas être confondue avec la recherche du bonheur pour un groupe restreint qui n'est pas une morale valable du point de vue de l'utilitarisme. L'utilitarisme de Bentham insiste beaucoup sur le fait de dire si il y a une action qui apporte beaucoup de bonheur à un groupe restreint, ça n'est pas de l'utilitarisme, c'est du favoritisme, et il a beaucoup lutté contre ça. Alors, ça veut dire qu'il n'y a jamais de justification, dans le cas de l'utilitarisme benthamien, à privilégier le bonheur d'une corporation particulière. C'est toujours l'affaire du plus grand nombre qui compte. Et justement, la deuxième critique, c'est comment est-ce qu'on va compter ce plus grand nombre. Alors, il y a donc deux objections au principe d'utilité. C'est la première objection, elle est rapidement balayée, hein, c'est certains, on va dire, mais certains peuvent trouver du plaisir dans la douleur. Voilà. Bon. On va pas trop s'arrêter sur cette objection, mais plutôt sur la deuxième objection, c'est-à-dire votre idéal de bonheur, M. Bentham, bon, il peut être défini de façon différente. Hein. Ce qui crée du bonheur pour un tel peut très bien ne pas créer du bonheur pour d'autres parties, un autre groupe de la population. Alors, pour contourner ces objections, Bentham redéfinit le bonheur en termes d'intérêt. Pour toute action, il faut prendre les intérêts du plus grand nombre. Donc déjà, on descend d'un cran par rapport au bonheur, on prend quelque chose qu'on va pouvoir mesurer. Le bonheur, on ne peut pas le mesurer, nous sommes d'accord. Donc, cette morale du bonheur, au niveau de la législation, va être, disons, traduite en législation de l'intérêt. Intérêt du plus grand nombre. Et ça a permis à Bentham de pouvoir répondre à l'accusation d'avoir une philosophie épicurienne qui ne s'occupe que de l'individu en particulier. Donc il s'agit de prendre en compte en fait un égoïsme collectif
pour le législateur, il s'agit pour le législateur de prendre en compte un égoïsme collectif, et c'est là qu'on passe de la morale au droit. De ce point de vue, on n'évalue pas une action en fonction d'une morale préétablie, mais on évalue une action en fonction de ses conséquences pour le plus grand nombre. Pour le plus grand nombre, c'est-à-dire pour l'ensemble de la communauté. L'intérêt de la communauté étant la somme des intérêts des membres qui la composent. Alors, Bentham, de ce point de vue, rompt avec la grande tradition, je l'ai dit en introduction, de la dualité du bien et du mal, dans laquelle le bien découle d'une vision transcendante, des commandements divins, par exemple. Bentham affirme au contraire que le bien est immanent, il est dans les actions de l'homme, et qu'un principe moral ne vaut que par ses conséquences, et qu'un principe moral est relatif aux intérêts des individus concernés. Donc, pas de transcendance du bien, mais immanence du bien à l'intérieur des actions humaines. Donc, le principe d'utilité est fondé sur une vérité immédiate de la nature humaine, la recherche du plaisir, l'évitement de la douleur. La morale en vient alors à découler de la réflexion et de la raison, et c'est alors que le principe d'utilité devient une science. On pourrait citer Ludwig von Mises, de l'école autrichienne d'économie, avec son action humaine, son livre principal, L'action humaine, dans lequel il développe la théorie de la praxéologie. Praxis, c'est l'action, donc la science de l'action. Et il est assez proche de Bentham. Il ne parle pas, disons, de recherche, il ne parlait pas particulièrement précisément de recherche du plaisir et d'évitement de la douleur, il parle d'élimination de la gêne. Selon Ludwig von Mises, l'action humaine est guidée à chaque fois pour écarter une gêne. Si un individu est immobile, il n'a aucune gêne, il n'y a aucune gêne qui vient le perturber, il ne va faire aucune action. Il déclenche une action à partir du moment où il a une gêne. Et donc, ce qui est intéressant, ça c'est une parenthèse sur l'école autrichienne d'économie. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bentham veut donner à son principe d'utilité la marque d'une science. Et il considère en fait que si les hommes sont immoraux, ça n'est pas parce qu'ils sont habités par le mal, mais c'est parce qu'ils sont inconséquents et qu'ils font de mauvais calculs. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont pervers de nature, ce que peut éventuellement penser quelqu'un comme Kant, mais c'est qu'ils ne calculent pas bien leurs intérêts et du coup, c'est immoral. Et du point de vue de l'utilitarisme, le mal est généré par un manque de logique, par une erreur de calcul. C'est ainsi qu'il compare la vérité du principe d'utilité, il n'a pas peur de la comparer au principe de la physique. Et il considère que ce principe a le même caractère que les lois de la physique. Si on veut illustrer, c'est irrationnel de défendre les intérêts de l'un par rapport à l'autre, c'est irrationnel de fonder ses actes sur un précepte moral abstrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il analyse le schéma constitutif de l'action. Et je fais encore un parallèle avec Mises parce que c'est finalement assez proche. Alors, il y a quatre étapes. Il y a d'abord l'acte. L'acte, c'est ce qui décrit concrètement l'action. Alors, j'ai pris l'exemple, parce que c'est très abstrait, j'ai pris l'exemple de la chasse quand on va, disons, tuer un sanglier. Voilà. Bon. Alors, l'acte, c'est ce qui décrit concrètement l'action. C'est tirer sur un sanglier. Deuxièmement, il y a l'intention. L'intention, c'est ce qui dit consciemment la volonté, ce que dit consciemment la volonté quand elle agit.
Alors, avec la conscience ou pas de la conséquence de l'acte. Ça, disons, c'est en option. Et l'intention, c'est tirer un coup de fusil. Troisième étape, la troisième composante de l'action. On voit bien à quel point on décompose l'action en éléments constitutifs et que de ce point de vue, on recherche à analyser scientifiquement l'agir humain. Troisième paramètre, le motif. Le motif, c'est ce qui cause, qui génère l'acte en amont de l'intention. Le motif, là, c'est faire un bon repas. Et puis, il y a la conséquence. La conséquence, c'est ce qui résulte de l'acte. C'est-à-dire, est-ce que, et notamment, il va y avoir une sanction. Alors, Bentham parle beaucoup de sanctions, c'est pas de sanctions d'amende, hein, mais c'est savoir si c'est conforme ou pas à l'intention. Et la conséquence, c'est j'ai tué un sanglier. Ou, accessoirement, j'ai tué un humain s'il y a un accident de chasse que j'ai tiré à côté. Voilà. Alors, bon, très rapidement, avant de clore ce petit aperçu sur Bentham, il faut que je vous parle rapidement de son projet de prison avorté qu'on appelle le panoptique. En 1786 et 87, Bentham s'est rendu en Biélorussie pour rendre visite à son frère Samuel, qui était chargé de gérer divers projets industriels pour le prince Potemkin. D'ailleurs, Bentham a été en relation de Catherine II, aussi, à qui il a donné pas mal de conseils en matière de code pénal. Donc son frère avait conçu l'idée d'un bâtiment circulaire comme moyen de permettre à un petit nombre de gestionnaires de superviser les activités de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre non nombreuse et peu qualifiée. De là, Bentham il a décliné ça sur un modèle dans le cadre des prisons, dans le cadre de la gestion des prisons. Il a complété ce principe par une idée de supervision. Il a complété ce principe de supervision par une idée de gestion contractuelle des prisons. C'est-à-dire une administration, le directeur aurait un intérêt pécuniaire à réduire le taux de mortalité qui était le fléau des prisons à ce moment-là. Voilà. Ce projet, qui a été dénommé Panoptique, pour lequel Bentham s'est beaucoup battu en Angleterre, et puis qui n'a pas été adopté finalement, alors il devait être utile, hein, c'est-à-dire beaucoup moins cher que dans la gestion des prisons de son époque, car nécessitant moins de personnel. Selon le projet de Bentham, les prisonniers seraient également utilisés comme main-d'œuvre subalterne, en marchant sur des roues pour faire tourner des métiers à tisser ou faire fonctionner une roue à eau. Et il toucherait un pécule. Ça réduirait le coût de la prison et ça fournirait une source donc de revenus aux prisonniers. Et ça les réinsérerait dans le travail, parce que utilité, un prisonnier, bon, ça ne sert à rien. Quand il sort, il ne sert rien. Bentham voulait faire des prisons une espèce d'école d'apprentissage duquel on sortirait avec un CAP qui nous permettrait d'être embauchés dans l'industrie. Ce projet de construction d'une prison panoptique a finalement échoué. Alors, maintenant, Mill, disciple de Bentham parce qu'il l'a lu, pas parce qu'il a suivi ses cours, a beaucoup analysé en amont de l'utilitarisme les éléments constitutifs de l'idée et du sentiment de justice, et en se demandant quelle était la place de l'idée du droit au sein de l'idée de justice. Alors, ça, je ne vais pas développer, c'est extrêmement intéressant, c'est assez abstrait, hein, mais nous qui réfléchissons beaucoup sur d'où vient le droit, enfin d'où vient tout simplement l'idée du droit, le sentiment du droit, et est-ce que le sentiment du droit, c'est-à-dire il faut une loi qui vient chez chaque individu, comment est-ce qu'il se place par rapport au sentiment de justice en général? Voilà. Bon, alors peut-être qu'il serait pertinent que fasse un jour une communication là-dessus, mais bon, ça je vais le sauter, je l'ai préparé, mais ça va faire trop.
je vais le sauter. On va passer directement sur l'utilitarisme selon Mill. Juste une interruption, Christian, si tu me le permets. Je croyais que tu avais 10 minutes pour présenter. J'en suis à combien là? Ben là, tu es à une demi-heure. Oui. Et donc, si tu dois présenter ça en 10 minutes Ah non, 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 non. Non, alors. Excuse-moi de cette parenthèse. Hein, mais... On peut faire la parenthèse. Non, je pense qu'on s'est mal compris. Non, j'ai dit, j'ai une présentation, j'ai un oral, une présentation de 10 minutes à faire sur un chapitre, sur une partie de chapitre extrêmement précis de 1000. Bon, mais c'est précisément sur cette notion de justice et de droit. On parle pratiquement pas d'utilitarisme. Et j'ai dit, de toute façon, bon, je suis en train d'étudier l'utilitarisme dans son ensemble, hein, et je vais parler de l'utilitarisme. Je n'ai pas dit, je vais vous refaire mon oral. D'ailleurs, je fais quelque chose de tout à fait différent. Par contre, cet oral-là, oui, je peux le faire, mais il ne parle pratiquement pas d'utilitarisme, il parle de l'idée du droit et de l'idée de justice. Voilà, c'est pour ça que je le cite en passant, parce que Mill a surtout travaillé là-dessus, hein, plus que sur l'utilitarisme. Hein. Il a revisité l'utilitarisme de Bentham, mais la communication d'aujourd'hui, c'était sur l'utilitarisme. Donc, le père de l'utilitarisme, c'est Bentham. La théorie la théorie initiale, c'est celle de Bentham. Et aujourd'hui, ce qui est connu de l'utilitarisme, c'est un petit peu ce qu'en a fait Mill. C'est pour ça que j'ai fait cette comparaison avec Roegen et Daly, dans la mesure où aujourd'hui, c'est plutôt les théories de Daly sur le développement durable, donc l'état stationnaire, qui sont connus et qui sont d'ailleurs utilisés, qui sont déclinés dans plein d'entités, hein, que plutôt les thèses de Roegen. Et pour l'utilitarisme, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on parle d'utilitarisme comme ayant présidé à tel type de législation, c'est plutôt l'utilitarisme millien que benthamien. Voilà. Mill est parti d'un reproche, tout en bien sûr, en admirant beaucoup Bentham et en ayant conscience que Bentham avait ouvert une porte tout à fait nouvelle et tout à fait fondamentale. Il reproche à Bentham sa radicalité. Alors, il ne dit pas sa radicalité, mais il dit que c'est une vision abstraite de la société que Bentham considérerait comme une simple somme arithmétique d'individus. Bon. Et donc, il dit que le bonheur, ça doit être un but, mais que ce n'est pas un but direct, que ça peut être un but indirect. Donc, j'ai déjà amorcé ça en disant le plaisir, oui, mais bon, il faut que ça aboutisse à la fin. Bon. Et comment il fait pour faire ça? Eh bien, il a une idée géniale. Il introduit une hiérarchie qualitative des plaisirs. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la radicalité benthamienne où c'est le plus grand plaisir ou le plus grand intérêt, hein, pour le plus grand nombre, parce que là, on est, je dirais, dans la démocratie directe. Hein, on est sur la dictature de la majorité. Ça va être la majorité qui va définir quel est le plus grand intérêt pour le plus grand nombre, hein, puisqu'on a dit qu'on réfutait par principe les intérêts des groupes restreints et des corporations. Hein, bon. Mill dit, écoutez, voilà, on va introduire une hiérarchie qualitative des plaisirs, c'est-à-dire qu'il y a des plaisirs qui sont recevables et d'autres qui sont moins recevables. Donc des plaisirs sur lesquels on va pouvoir fonder de l'utilité, mais des plaisirs qui sont inutiles. Alors je vais très très vite, bien entendu, hein, puisque
On me reproche d'être trop long. Donc, on distingue des plaisirs simples et des plaisirs supérieurs. Et il dit, quand vous avez goûté aux deux, quand vous avez goûté au plaisir simple ou au plaisir supérieur, si vous êtes un être de peu de choses, avec peu de morale, vous braquez sur les plaisirs simples. Si par contre vous êtes un être qui aspirait à quelque chose de plus élevé, vous aspirez que sur les plaisirs supérieurs. Donc on va fonder la législation que sur les plaisirs supérieurs et voilà, on retombe dans l'oligocratie, c'est-à-dire que le plaisir pour le plus grand nombre, bon, c'est ce que c'est, mais en tout cas, on peut le déterminer objectivement par une consultation vers un suffrage universel, tandis que le plaisir millien, c'est un plaisir alors je schématise, mais ça revient à ça, qu'une expertocratie va décider comme étant des plaisirs supérieurs qui vont mériter qu'on les favorise, et puis des plaisirs inférieurs qui eux, vont pas rendre compte. Donc, finalement, si on a une élite qui goûte au plaisir supérieur, on va pouvoir légiférer sur une élite, et voilà. Et bon, je peux m'arrêter là. J'ai extrêmement simplifié, mais je pense que j'ai donné l'essentiel en un temps le plus court possible, mais peut-être trop long. Non, 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 c'est pas trop long, puisque de toute façon, bon, je sais pas si on va avoir un petit débat, mais c'est pas forcément l'intérêt est dans l'exposé. Hein. Moi, c'était juste que je m'inquiétais pas de la longueur, c'était plutôt par rapport à ce que tu présentais. Là, j'ai sabré. Comment il va faire pour mettre tout ça en 10 minutes? C'était vraiment plus. Non, non, c'était 10 minutes, c'est impossible. Bah, si, c'est impossible. Tu lis Wikipédia, voilà. Bon, non, mais je tenais quand même à inciter sur la volonté de Bentham de présenter sa théorie comme une théorie scientifique. Son analyse presque biologique des éléments constitutifs de l'action, et puis l'intervention de Mill, la redéfinition de l'utilitarisme de Mill, qui va permettre en fait de sortir l'utilitarisme de son côté pouvoir citoyen pour le remettre malheureusement entre les mains d'une expertocratie. Voilà. D'accord. Bon, moi j'ai des choses à dire. Jean-Charles, tu veux commencer ou je commence? Moi, je veux bien commencer. Alors, vas-y. Alors, il faudrait se demander comment une idée à la con peut devenir, peut capter l'intellect, l'attention des masses, des gens et de toute l'intelligentsia. Voilà, c'est déjà Voilà, c'est un peu le préambule et ça sera même peut-être ma conclusion, mais enfin bon, je vais essayer de développer. Oui, alors donc on dit que l'utilitarisme, oui, oui, l'utilitarisme donc est déterminé par l'utile serait le bien. Bon, d'accord, le but c'est le bonheur pour tous, etc. Bon, c'est très bien, c'est même simpliste, même peut-être moi, je pense que ces simplets sont des gens donc qui, sans doute de bonne foi, on peut imaginer, cherchent à mettre en boîte l'univers à partir d'une espèce de considération assez simple, basique. Voilà. Ensuite, bon, qui décide de ce qui est utile? Bon, c'est la question qui a pointé quand même à la fin dans le développement lorsque tu es passé à Mills, etc. Donc, qui décide de ce qui est utile? Qui décide du bonheur? Le bonheur peut être différent pour les uns et les autres. Il y a une sorte de danger là qui apparaît. Et puis derrière ce danger, enfin, il est amplifié par l'ambition de tout ce système de devenir du droit et de générer du droit. C'est-à-dire qu'on va d'une certaine façon encapsuler
le plaisir, et on l'a vu à la fin, puisqu'il y a des plaisirs simples et des plaisirs supérieurs. Qui décide du plaisir simple ou des plaisirs supérieurs? On se souvient de la première gorgée de bière de, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom du philosophe qui avait fait ce petit truc, les plaisirs, la première gorgée de bière, et ensuite on voit les plaisirs de la bicyclette, les petits plaisirs, etc. Donc tout ça, il y a les plaisirs simples et il y a des plaisirs supérieurs. On est en train de faire de la ségrégation. C'est même plus on trie pas, on discrimine pas, on fait de la ségrégation et on va juger de la façon dont les gens vont mener leur vie, vont capter ou arriver au bonheur. Bon, alors la botte secrète de cette histoire, c'est que le bien, en fait, là où moi je vois que le nœud se serre, c'est que le bien échappe à une certaine valeur subjective. D'ailleurs, tu as dit, Christian, à la fin que Bentham et Mills, enfin, je ne sais pas l'un ou l'autre, veut faire de l'utilitarisme, veut parvenir à faire de l'utilitarisme une science. Donc, la praxéologie, etc., ça a été développé par ailleurs. Donc, le bien échappe à sa valeur subjective. Donc, ça veut dire qu'il est en train de changer le plomb en or et l'or en plomb. C'est-à-dire que il est en train de solidifier le bien, et à travers cette solidification, on solidifie tout ce qui en découle au niveau des quêtes autour du bien, c'est donc le bonheur, mais la morale, etc. C'est vraiment terrible. Pour moi, on est en train de mettre en place quelque chose qui peut, et à mon avis mène, le profil de ces personnes est manifestement dans cette orientation, peut amener au nazisme. On est en train, non, je suis désolé, je vois que Luc, non, je t'assure, c'est une idée, l'utilitarisme est une de ces idées qui, par cette espèce d'encapsulage du bien, du bonheur, dire quel est le bien, quel est le bonheur, et même de le solidifier au point d'en faire une science, et au point d'en faire une législation, et au point de fonder donc une société autour de c'est même pas des valeurs, de ces injonctions. Je suis désolé, mais ça revient à un acte la base de ce qui peut devenir un nazisme. Voilà. Je suis vraiment assez très très critique. Bon, ça on est bien d'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Je me reporte là. J'ai un petit peu déballé ce que j'avais sur le cœur. Oui, le plaisir, rien à voir avec le plaisir de Spinoza. Ah oui, alors donc on voit aussi autour de cette histoire de l'agir humain. Faut lire Aristote sur la sagesse pratique, et c'est d'une façon quand même plus lumineuse quand même que de lire les conclusions et les efforts d'Aristote pour essayer de concevoir une espèce de philosophie autour de la sagesse pratique et de la prophétie. Mais voilà, donc c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que de voir ces personnes qui essayent de capter une idée, une idée un petit peu impalpable, donc le plaisir, le bonheur, la morale, etc. Et cette volonté de vouloir l'encapsuler dans du droit positif. Voilà, donc bon, j'aurais sans doute beaucoup de choses à dire. Je suis affecté par l'importance qu'on peut donner à ce genre de personnes. C'est-à-dire que c'est comme dire qu'on va capter, et je vais en finir peut-être là-dessus, sur l'imposture, capter l'utile pour en tirer, pour que l'utile soit le bien et le bien l'utile. Et de se satisfaire uniquement de cette notion,
C'est comme si quelqu'un, au niveau de la musique, voit que avec une flûte, on peut faire de la musique et dire que il n'y aura que la flûte qui, à jamais, ne fera de la musique, que de la musique. C'est comme si quelqu'un pouvait voir pour la production d'énergie que le moulin à vent est bien pour faire de l'énergie et on va prendre le moulin à vent comme l'alpha et l'oméga de ce qui va pouvoir donner de l'énergie. Et là, on trouve une espèce de martingale, voilà, c'est ça, une martingale qui est l'utilité des choses, et on essaye d'en faire l'alpha et l'oméga de tout, parce qu'on a trouvé que ça pouvait s'appliquer ou marcher pour quelques cas de figure, ou construire quelque chose d'à peu près cohérent dessus, mais la cohérence qu'on fait de quelque chose, eh bien, cette chose de base a son importance, et il faut quand même la valider, et elle est complètement invalide. Voilà, je m'arrête là. C'est une imposture. Voilà. Merci Jean-Charles. C'est très bien que tu sois intervenu avant moi parce que justement, moi j'ai la réponse à ta première question. Comment une idée à la con comme celle-là peut avoir un tel retentissement? Eh bien, il y a une raison très simple à ça. C'est parce qu'elle correspond bien à l'état des développements de ce que Marx appellerait les forces productives, mais au système capitaliste qui est en place, il est avec le libéralisme et le fait que je ne savais pas qu'il y avait eu une correspondance entre Bentham et Adam Smith, mais tout à fait éclairante. Et son projet de prison va tout à fait dans ce truc-là. C'est vraiment l'efficacité maximale. Aujourd'hui, si on voulait transposer son panoptique, on ne ferait plus une prison ronde comme ça pour minimiser les gardiens. On ne mettrait que des robots, puisque les robots coûteraient moins cher à surveiller les gardiens et tout serait automatisé dans les prisons. On comprend bien que c'est immédiatement que c'est une idée à la con pour les prisons. Parce que si on veut aller jusqu'au bout, il faut aller jusque-là. Hein. C'est ce qu'on fait pour les voitures, on essaye de les robotiser entièrement. Mais pourquoi pas les prisons, ça coûterait encore moins cher. Excuse-moi, mais je rebondis sur ton mot efficacité. Ce qui fait du nazisme quelque chose de puissant, c'est sa recherche d'efficacité en tout, et on peut quand même rejoindre et souligner ça. Enfin voilà. Je vais y venir. Bon, voilà. Donc déjà, pour le chose, c'est que ça correspond, c'est une idéologie avec le libéralisme qui correspond bien au capitalisme, je crois. Donc ça, c'est vraiment important, et à cette phase du développement humain. Voilà la raison pour laquelle on met en avant ce genre de choses, ou quand on a mis en avant un pseudo-philosophe comme Nietzsche, ça correspond bien au stade de développement, sauf que Bentham et tout ça, c'est à l'époque, je dirais, florissante du libéralisme et du capitalisme émergent, que Nietzsche est dans sa phase pourrissante et qui est là pour freiner les choses. Et le nazisme, c'est là où je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus, le nazisme est vraiment, je ne dis pas que ça ne peut pas aboutir à un totalitarisme, ce que propose l'utilitarisme, mais qui est d'une autre nature que le nazisme pour moi. Le nazisme, c'est vraiment autre chose, il y a d'autres déterminants, puisque le maître à penser des nazis, c'est pas Bentham. Le maître à penser des nazis, c'est justement Nietzsche. Hein. Ah non, alors là, on n'est pas d'accord. Bon. Évidemment, c'est comme ça. Donc, c'est pas un hasard, hein, c'est pas du tout un hasard. Bon, je ferme cette parenthèse, revenons sur notre sujet principal. Moi, je dirais que ces gens sont les utilitaristes. En fait, c'est du sous-Épicure. C'est du sous-Épicure, ils ont repris Épicure. Je vous invite notamment des peu de choses qui nous sont parvenues d'Épicure. Dans la lettre à Ménécée, il dit notamment « Tout plaisir est, par sa nature même, un bien. Mais tout plaisir ne doit pas être recherché. Pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. » Là, on voit bien toute la finesse et toute la profondeur de la pensée épicurienne. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien les sources du bien et du mal, mais sans les absolutiser
je dirais, comme ont tendance à le faire les utilitaristes. Donc pour moi, c'est du sous-Épicure. Et pareil, quand ils disent, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est se priver. Attendez, voilà, tout plaisir, ça serait l'absence de douleur. Que dit Épicure par rapport à ça? Prends l'habitude, toujours dans la lettre à Ménécée, prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Et pourquoi dit-il ça? Car tout bien et tout mal résidant dans la sensation, or la mort est privation de toute sensibilité. En définitive, l'utilitarisme, si on le pousse au bout, a cette dimension nihiliste, puisque j'aurai plus de douleur. Si on fait l'absence de douleur, c'est le plaisir. Si on fait un trait d'égalité, la mort, c'est très bien, puisque là, on n'a plus du tout de douleur. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus de plaisir, mais on n'a plus de douleur non plus. Donc, ça en germe, effectivement. Et là, c'est peut-être le point commun qu'on peut trouver avec le nazisme, peut-être. Mais c'est justement, c'est cette dimension nihiliste, en fait, à laquelle, ce chemin qui nous mène au nihilisme, en réalité. Mais c'est plus là que je ferai le lien, si on doit faire un lien. Puisque la mort est l'absence de sensation. Mais on voit bien encore de nouveau, là, le niveau d'Épicure par rapport au niveau de ces gens. Toujours Épicure, lui aussi, il a fait une classification des désirs. Il en a fait 3 catégories. La première catégorie qui sont les désirs naturels et nécessaires, des 3 catégories que je considérais comme très difficilement attaquables. Les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels mais non nécessaires, c'est-à-dire il y a ceux qui sont vitaux quelque part et ceux qui sont un peu moins, et les désirs non naturels et non nécessaires, qui sont ces mauvais désirs, justement. Voilà, je dirais la classification que fait Épicure. Et qui n'est pas forcément une classification, je dirais, hiérarchisante, justement, comme a pu la faire qui tend justement à une certaine élite qui serait la seule apte à se projeter dans les bons désirs. Tentative de rendre scientifique la morale. Alors, l'intention peut être intéressante. Moi, ça me semble là, il y a des travaux là-dessus, et je pense que les travaux justement sur le droit naturel sont de cette nature et doivent tendre à être de cette nature. Je vous renvoie à ce que j'ai pu dire par ailleurs là-dessus. Il y a des travaux très récents même là-dessus. Ou des choses comme les pyramides de Maslow, ou des choses comme ça. Bon, même si le caractère scientifique de ces choses, ou les études de Manfred McNiff, qui essayent de classifier justement les besoins humains, et voilà, on essaye de scientifiser cette éthique. Mais là, on est parti d'un principe arbitraire, le bonheur, qu'on a été obligé de changer en utilité après, parce que le bonheur, personne ne sait ce que c'est. Et donc cette tentative de la rendre scientifique, cette morale, en disant par exemple le mal, ils en arrivent à la conclusion que le mal est une erreur de calcul. C'est débile. C'est débile. Les pillages par exemple, le pilleur, pour lui, il a fait certes le mal, mais pour lui, ça va vachement mieux après, il est plus riche, il vit mieux, il aura une plus grande descendance, etc. Pour tous les mécanismes de domination, les dominations entre pays, mais les dominations sociales, etc., c'est la même chose. Cette domination qui peut être vue quand même comme un mal, non, elle va être profitable aux dominants. Les guerres, enfin, on peut citer plein de contre-exemples qui sont évidents que cette définition du mal ne tient pas la route une seconde. Pas une seconde. Effectivement, on peut s'étonner que ce genre de pensée ait un tel succès, tant leur inanité est immense. Enfin, alors oui, je relève une contradiction justement. Bon, bref, je ne vais pas parler de ça parce que sinon on n'en sortirait pas. Une dernière chose. Je vous recommande sur cette question de l'utilitarisme, je vais présenter rapidement mon écran, ce sera plus facile je pense. Je vous recommande cette vidéo de Dr. Phi et qui donne une illustration qui s'appelle « Jusqu'où serez-vous utilitariste ?»
puisque justement on a un jeune mathématicien, là, avec le petit personnage que l'on voit là, et en définitive qui est très utilitariste, qui est très dans la doxa, je dirais, néolibérale actuelle, hein, dans l'ambiance philosophique. Et puis au fond, Dr. Phi le met devant un certain nombre d'expériences jusqu'au moment où il arrive à la fin, à la dernière expérience. Je vous laisserai visionner la vidéo hein, pour vous faire votre idée vous-même, où en définitive, les idées de l'utilitarisme, on s'aperçoit qu'elles sont opposées à ce qu'on considère profondément comme étant le bien. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'au début, ça va bien, puis plus on progresse dans les expériences de pensée, moins ça va bien et plus ça devient délicat. Voilà. Donc, la source du bien, moi je pense qu'il y a effectivement une source du bien et du mal. On en a déjà parlé, hein, moi je pense que c'est la négantropie. Voilà, qui répond d'ailleurs à ce paradoxe de l'utilitarisme. Voilà. Christian, pour finir, il nous reste 5 minutes, puisqu'on est à 55 minutes quand même. Oui, je ne vais pas polémiquer, hein. Je suis beaucoup moins radicalement contre l'utilitarisme benthamien, d'ailleurs, pas millien, mais benthamien, que vous. Je trouve ça assez intéressant. Je ne suis pas d'accord avec le fait de, disons, critiquer de façon aussi forte des penseurs qui sont reconnus. Voilà. Je pense qu'il faut d'abord bien étudier avant de dire c'est débile, hein, voilà. Bon, Bentham c'est débile, Mill c'est débile. Avant de dire ça, je pense qu'il faut d'abord bien lire et puis vous lire aussi ce qui a été dit autour, hein, et puis de toute façon pas dire c'est débile. Voilà. Bon. Alors, simplement des petites rectifications là maintenant. Jean-Charles, utilitarisme, le bonheur pour tous. L'utilitarisme n'a jamais dit qu'il voulait faire une société du bonheur pour tous. Non, j'ai jamais dit ça. Et non, l'utilitarisme, c'est pas une idéologie pour faire le bonheur pour tous. C'est absolument pas ça. Hein, bon, il s'agit d'ailleurs, le bonheur moral, mais en termes, disons, de législation, on prend la valeur étalon qui est l'intérêt. Bon. Est-ce que telle action dégage un intérêt ou est-ce qu'elle ne dégage pas un intérêt? Bon. Si elle dégage un intérêt, c'est une action qui est déclarée bonne d'un point de vue juridique, et donc on va, la philosophie d'une société qui établirait un corpus juridique sur la base de l'utilitarisme va faire une loi pour que ça favorise cet intérêt. Voilà. Bon. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un projet de société. Hein. Tu peux hocher la tête. L'utilitarisme. La doctrine du plus grand bonheur et du plus grand nombre, c'est l'utilitarisme. C'est ce qui est dit partout. Hein. Voilà. L'utilitarisme n'est pas du tout un projet de société qui dit nous allons amener le bonheur pour tous. Attends, c'est une théorie praxéologique qui analyse l'action humaine et qui dit les hommes sont guidés dans leurs actions par la recherche du bonheur et d'un point de vue juridique par la recherche de l'intérêt. C'est tout. Il n'y a pas derrière une idéologie, on va créer un gouvernement, une société. Mais non, pas du tout. Là, alors, excusez-moi, mais bon, vous êtes, il y a un contresens, ça n'a jamais. Tu as parlé de génération du droit, de génération législative. Le nazisme, alors, je ne vais même pas en parler. Il faudrait d'abord qu'on nous explique hein, quel lien il y a entre le nazisme et l'utilitarisme. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre que l'utilitarisme, je ne suis pas en train de défendre, j'essaie d'abord, avant de critiquer, il faut essayer de comprendre. Bon. L'utilitarisme, c'est une théorie de l'action humaine. C'est-à-dire par quoi est mu l'acte de l'individu. Bon. Et l'utilitarisme dit il est mu par l'intérêt. C'est-à-dire qu'il agit, l'homme va agir
s'il trouve un intérêt. Bon, et d'ailleurs, il y a toute une partie du livre de Bentham qui dit « mais vous ne pouvez pas contredire ça ». Bon. Et que toutes les critiques, toutes les gens qui disent que c'est pas vrai, que les actions humaines ne sont pas mues par la recherche du gain et de l'intérêt, ça ne tient pas la route, et il donne des exemples. Bon, donc, alors, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça, mais il faut savoir que c'est ça, l'utilitarisme. Hein, c'est d'abord, c'est uniquement une... et c'est pour ça qu'il met donc, le qualificatif de scientifique, il étudie l'action humaine, il la passe au scanner, et il dit, le moteur, c'est l'intérêt. Bon. Maintenant, politiquement, qu'est-ce que ça donne? On va dire, mais qu'est-ce que c'est l'intérêt? Et comment est-ce que vous allez déterminer l'intérêt? Bon, on ne parle plus de bonheur, parce que là on est dans la morale. Restons dans le droit, parce que c'est quand même notre terrain. Bon. Comment est-ce qu'on va déterminer l'intérêt? Ben, on va déterminer l'intérêt de telle chose en consultant les gens au suffrage universel. Et puis, la majorité qui dira notre intérêt, c'est ça, mais ça va fonder le droit. Alors, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais l'utilitarisme, c'est ça, c'est pas de chose. Voilà. Et donc, la société, elle sera fondée sur des lois qui auront été décidées majoritairement par consultation au suffrage universel pour dire on veut que ça se soit autorisé et que ça se soit interdit, parce que quand c'est autorisé, ça nous produit de l'intérêt, et quand c'est interdit, ça nous produit du désintérêt, hein, plaisir, douleur, hein, c'est intérêt qui compte. C'est une philosophie du droit de l'intérêt. Voilà. Bon, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais il faut d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Sinon on parle d'autre chose. Alors, évidemment, il y a des formules un peu provocatrices chez Bentham pour ce qu'il dit le mal, c'est une erreur de calcul. Et puis Luc a sauté là-dessus en disant mais ce que veut dire Bentham, c'est qu'il dit j'étudie une mauvaise action. Bon, elle va, dans un premier temps, procurer du plaisir à celui qui a fait la mauvaise action, celui qui a assassiné. Pardon, Jean-Charles m'énerve tellement que je vais l'assassiner, je vais être content. Bon, ça va me procurer du plaisir. Une action mauvaise, ça va me procurer du plaisir. Mais, à terme, je suis perdant. Je suis perdant parce que c'est pour ça que Jean-Charles est quelqu'un d'éminent et que la perte de Jean-Charles est une perte immense pour l'humanité et on va m'en accuser la responsabilité à moi. Donc je suis perdant. Donc j'ai fait un mauvais calcul. Voilà, c'est ça qu'il dit. On peut être d'accord ou pas d'accord. Il faut discuter sur des choses qui sont pas des mésinterprétations de l'utilitarisme. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je propose qu'on en reste là. On est à il y a une autre direction, mais c'est juste une autre direction que je n'ai pas empruntée, c'est que le bien est utile, enfin l'utilité fait le bien, enfin détermine le bien, mais quid de l'inutile? Voilà, j'avais juste envie d'introduire cette notion. Est-ce que l'inutile n'est pas le bien? Est-ce que l'inutile serait le mal? Qu'est-ce qu'on balance par les fenêtres? Qu'est-ce qu'on met par les fenêtres? Donc, par exemple, l'art, c'est voilà à quoi ça sert. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Alors, en 2 secondes, une réponse. Hein. Bon, l'utile, c'est ce qui produit de l'intérêt. Hein, on a un gain. Bon, c'est le bien. Le mal, c'est ce qui produit une perte. Bon. Et par contre, l'acte gratuit, il est en dehors du bien et du mal. Bien, c'est une direction aussi de réflexion qu'on pouvait quand même pousser à cette occasion. Voilà. Oui, bien sûr. Mais que l'on poussera, parce que je pense que c'est la négantropie qui est la source de tout ça. Il peut arriver que l'utilité et l'intérêt, et c'est assez logique d'ailleurs, rejoignent
la promotion du vivant, la promotion de la structuration de la matière et l'énergie. C'est l'exemple absolu. Sauf que ce n'est pas systématique. Et donc, je dirais, en gros, c'est une mauvaise approximation. Voilà, si je dois résumer. Ceux qui pensent que la croissance est mal, eh bien, ceux qui ont prôné la croissance et qui ont inventé la croissance ont fait un mauvais calcul. Du point de vue de l'utilité, c'est du mal. Non, voilà. C'est là qu'on voit que le concept de l'entropie est puissant parce qu'il répond, y compris à ça, il permet de ségréguer, de dire non, la croissance en elle-même n'est pas mal. Au contraire, elle en fait partie. Elle en fait partie. Si, parce que ça va mais jusqu'à ce qu'elle va dire simplement, c'est jusqu'à un certain point. Et ça change tout. Bon, je propose qu'on en reste là. On est à 1h05. C'était un débat très intéressant. Merci beaucoup, messieurs.